Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Monsieur le Président Patrice Talon. Merci d'avoir répondu à l'invitation du MEDEF et de l'ensemble des entrepreneurs français. Il y a de nombreuses personnalités politiques qui s'expriment ici depuis hier. Nicolas vient d'en faire la liste non exhaustive, mais vous avez une particularité, une singularité, c'est que vous avez été, vous êtes peut-être plus, mais vous avez été un entrepreneur et un entrepreneur à succès. Vous connaissez donc par cœur les défis du secteur privé. En quoi cette expérience de grand patron que vous avez été joue un rôle dans la manière dont vous exercez aujourd'hui votre mandat à la tête de votre pays, à la tête du Bénin? Je voudrais d'abord exprimer tout le plaisir qui est le mien à me retrouver ici au sein de la Gotha des entrepreneurs de France. Et pour répondre à votre question, je veux dire que je partage avec tous ceux qui sont ici les mêmes éléments d'ADN. Nul n'est ici, en tout cas ne peut porter le titre d'entrepreneur ou de patron s'il ne possède les 3 ingrédients essentiels, nécessaires et suffisants. L'ambition, le sérieux et le labeur, acharné, travail. Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs. Et quand on les a, il n'y a pas de risque, on va au succès, dans tous les cas. Quand on ne l'a pas, c'est éphémère. Et on ne peut jamais se développer durablement, s'enrichir, si l'un de ces 3 éléments vous manque. Vous avez beau gagner au loto, si vous n'avez pas d'ambition, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas sérieux, ça va s'en aller. Si vous n'êtes pas acharné au travail, pareil. C'est pour dire, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la tête du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces 3 choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, Monsieur le Président, alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharné au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Et c'est comme ça, c'est le sens de mon action à la tête du Bénin depuis quelques années. L'Afrique est vue comme un continent à risque, de manière générale. Mais pire que ça, les pays d'Afrique sont vus comme des pays pas beaucoup sérieux, pas très sérieux. C'est pas toujours faux, je viens de le dire. Mais il faut observer le parcours des pays africains, notamment le mien, le Bénin. Je l'ai dit quand j'étais en visite officielle en Norvège il y a quelques années, j'ai dit aux autorités norvégiennes, je suis venu ici pas pour solliciter quoi que ce soit, mais c'est pour vous demander de nous observer. De voir comment ce pays va évoluer dans les années à venir. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui m'entendent, c'est le Bénin a changé. Et ce n'est pas le Bénin seul, beaucoup de pays sont en Afrique, c'est vrai. Il reste encore quelques insuffisances, quelques appréhensions en ce qui concerne un bon nombre d'entre nous.
Mais cela s'observe. Et investir en Afrique, au-delà de la mauvaise appréciation du risque, aujourd'hui peut paraître plus aisé que ce ne l'était il y a quelque temps, ou même plus aisé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Le moment est arrivé. Et mon message tout particulier est celui-ci. Vous permettez que je parle du Bénin. J'aurais bien voulu parler de l'Afrique. Madame la Première ministre, vous avez dit l'essentiel sur le continent africain. Maintenant, je vais parler un peu du Bénin. Ce que je voulais dire est que ceux qui ne sont pas béninois m'excusent, le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. En ces périodes de sobriété énergétique, ça a de la valeur. Je ne vais pas être trop long, le reste, je vous laisse vous. Mais juste pour qu'on ait une idée, vous dites que évidemment il y a une partie du travail qui a été accompli, il y a une partie du travail qui est encore à accomplir. Juste pour qu'on ait une idée, quelle est l'évolution des investissements privés, qui, notamment français, l'évolution entre il y a quelques années et aujourd'hui? Est-ce que vous avez constaté que le travail que vous menez porte ses fruits et attire les investisseurs étrangers et notamment les investisseurs français? Ils sont encore faibles, il faut l'avouer. Aujourd'hui, l'État béninois reste l'investisseur essentiel. Parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper. Je viens de dire tout à l'heure, en matière d'infrastructures, de l'eau, de l'énergie, du numérique, des infrastructures de communication. C'est en cours. Et nous avons avancé à un rythme effréné et le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est très satisfaisant. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts. Et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain, parce que moi j'ai un attachement particulier pour la France. Je ne parle que français, je ne parle pas chinois, je ne parle pas anglais, je ne parle aucune autre langue, c'est mon insuffisance, mais je me sens bien quand je suis avec les Français. Mettez le micro un tout petit peu plus près de votre bouche, le micro un tout petit peu plus près. D'accord. En plus, j'ai un patronyme qui ressemble au vôtre, je m'appelle Talon. Donc j'ai un attachement particulier, un peu émotionnel avec la France, et j'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. On comprend votre attachement à la France et on le salue et on l'apprécie. Mais est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que vous... J'ai dit au Premier ministre que j'ai rencontré hier que je n'avais aucune demande à la Norvège. Que je ne suis venu demander rien du tout. Ni de l'aide au développement, ni un accompagnement particulier. Je suis venu demander au gouvernement norvégien un peu d'attention, d'observer le Bénin, de constater combien ce pays est en train de changer, à l'instar de certains pays d'Afrique. Et une fois que les uns et les autres auraient constaté que ce pays, en matière de gouvernance, de transparence, de sérieux, d'ordre, d'assainissement de la justice, de la santé, une fois que cette perception serait nouvelle, je viendrai leur demander ce dont j'ai besoin comme aide. Il est impératif pour nous de nous révéler autrement à nous-mêmes, puis de révéler autrement nos pays aux autres. Mesdames et messieurs, l'Afrique en général, mais les pays d'Afrique en particulier, offrent différemment des opportunités, offrent différemment les environnements, offrent différemment les conditions de découverte et d'investissement.
Les pays du Nord ne connaissent pas beaucoup l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, ce sont les régions dans lesquelles vous osez un peu plus. Mais les pays d'Afrique de l'Ouest sont des pays magnifiques. Ce sont des pays où il y a une certaine transformation en cours. Le Bénin est un pays référence en Afrique de l'Ouest. C'est la porte d'entrée des pays de la CEDEAO qui constitue l'un des plus grands marchés intégrés d'Afrique. 300 millions de consommateurs. Les opportunités sont immenses. Ceux d'entre vous qui oseront lire davantage un peu plus sur le Bénin, venir au Bénin pour 1 ou 2 jours, prendre le risque d'investir, verront combien il est intéressant d'investir au Bénin, pour ne pas dire d'investir en Afrique. Madame la ministre des Affaires étrangères, je voudrais finir mes propos en vous adressant à nouveau mes remerciements, les remerciements du gouvernement béninois tout entier pour l'opportunité de venir ici, de m'exprimer devant vous, dans l'espoir que dans quelques années, le Bénin sera peut-être le premier partenaire africain de la Norvège. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur de NABA, Monsieur le directeur de Norfund, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir immense et un grand honneur de me retrouver parmi vous en face des investisseurs de cette grande région du monde. Toutes les occasions, comme celle-ci, sont bonnes pour parler de l'Afrique et parler un peu de mon pays, le Bénin. Mais la problématique qui nous concerne tous est d'abord la mauvaise connaissance de l'Afrique. Les perceptions qui ne sont pas conformes à la réalité de ce continent. Ce qui, évidemment, freine la découverte de ce continent, freine les investissements, freine la découverte des opportunités de développement des affaires de ceux qui ont vocation à investir et à gagner de l'argent. Comme a dit tout à l'heure le directeur de Norfund, l'Afrique est un immense champ d'opportunités et d'affaires. Mais ce continent paraît si loin. Les pays de ce continent se confondent. Quand on parle de l'Afrique, on parle comme s'il s'agit d'un même pays. Mais les pays sont si différents. Les risques sont si différents. Quand il y a une épidémie ou une guerre dans un pays qui est à 5000 km de notre pays, la perception de cette épidémie, de cette guerre, concerne également celui qui est à 5000 km. De sorte que, pour investir en Afrique, les investisseurs ont beaucoup de réticences. Les risques politiques, les risques de maladie, la corruption, le défaut de transparence, sont autant de mots que la plupart des nations ont connus dans l'histoire de l'humanité. Mais ces mots restent dans la mémoire de manière permanente et inhibent les envies d'investissement sur ce continent. Monsieur le directeur, vous avez parlé tout à l'heure des taux de rendement des investissements en Afrique. Vous avez parlé d'une cession d'actifs qui a été opérée par qui en Afrique du Sud avec un rendement de 30%. Ces taux de rendement n'existent plus nulle part au monde. C'est attractif, c'est vrai, mais c'est en même temps un handicap pour le développement des pays africains. Parce que nous savons que l'aide au développement ne peut pas suffire à transformer le continent africain. Parce qu'en général, l'aide au développement
souffre de la mauvaise gouvernance et la corruption a montré que malgré les aides dont les pays d'Afrique ont bénéficié, les pays se sont peu développés. Aujourd'hui que l'aide au développement se raréfie et que la mauvaise gouvernance a montré les limites de l'aide au développement, il ne reste qu'une seule solution pour les pays d'Afrique, c'est l'investissement privé. Un franc investi par le secteur privé crée plus d'emplois, plus de richesses, plus de développement que ce franc investi par les États. Parce qu'un franc investi par l'aide au développement par l'État, sur un franc, 3/4 ou la moitié en Afrique sont gaspillés. Mais l'investissement privé génère plus de résultats. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui nécessaire et indispensable que l'investissement privé soit reconnu comme le véritable moteur du développement des pays d'Afrique. Moi, je viens du secteur privé et j'ai vu combien l'effort, parfois même peu d'efforts et un peu de sérieux, suffisent à partir de zéro pour arriver au sommet et en un temps très rapide en Afrique. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivé à venir dans la politique et montrer qu'on peut changer nos pays très vite. Pour revenir à la perception mauvaise des risques d'investissement en Afrique, je dois vous avouer que les taux de rendement qu'exigent les investisseurs sont malheureusement excessifs, parce qu'un rendement qui est en dessous de 12, 15, 20% ne paraît pas attractif pour les capitaux investis sur ce continent. Le travers de cette perception est que, aujourd'hui, dans la globalisation, l'Afrique n'est plus compétitive. Au-delà des matières premières brutes, les produits transformés en Afrique par des fonds privés investis ne rendent pas le coût final compétitif, parce que les exigences de rendement sont trop élevées. Nous sommes dans un cercle un peu vicieux. Il faut investir en Afrique. Nous sommes dans la globalisation. Mais l'investissement rend les coûts finaux largement supérieurs à ce qu'on obtient sur le marché européen, sur le marché asiatique. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, aujourd'hui, on a du mal à capter les délocalisations, parce que l'Asie s'émancipe énormément, la Chine se développe, et les investisseurs ont besoin de se délocaliser un petit peu. On a vu quelques unités aller en Éthiopie, mais cette opportunité de délocalisation vers les continents africains, malheureusement, est freinée par les exigences de rendement élevées. Et c'est là que, Madame la ministre des Affaires étrangères, l'aide au développement peut accompagner l'investissement privé étranger en Afrique, en mettant en place des outils qui permettent de freiner la perception excessive des risques. La Banque mondiale, beaucoup de pays ont mis en place des outils pour couvrir les risques, les perceptions de risques politiques ou de guerre et consorts dans les pays d'Afrique. Il faut que ces outils de couverture des risques soient densifiés et soient plus disponibles pour atténuer l'évaluation excessive des risques d'investissement. Il faut également que l'aide au développement aide à trouver les moyens de faire des financements longs. Personne ne veut investir en Afrique et attendre 15-20 ans pour amortir son investissement. Ça paraît trop long. Parce que là également, le risque est surévalué. Alors, quand on veut investir dans une centrale électrique et qu'on veut avoir un retour sur 10 ans, vous comprenez combien le taux de sortie de l'énergie, le kilowattheure, peut être élevé. Or, il faut de l'énergie à bon marché pour alimenter les industries. Le continent africain est le pays sur lequel l'énergie est la plus chère. Alors comment faire pour investir dans l'industrie en Afrique, avoir de l'énergie à bon prix, pendant que ceux qui investissent dans l'énergie veulent des retours trop rapides,
veulent des rendements trop élevés et n'ont pas les financements dans les thèmes convenables des financements longs. Le thème de la conférence de ce matin, l'économie bleue, montre combien ce continent est vierge et disponible et offre des opportunités dans ce domaine. Nos cours d'eau sont tellement d'opportunités d'investissement, mais là encore, si l'opportunité existe, est visible, et que l'environnement et les conditions d'investissement n'accompagnent pas l'envie d'investir, les opportunités d'économie bleue ont beau être là, dans 20, 30, 40, 50, 100 ans, nous serons toujours à la même place. Mais beaucoup de pays africains font les efforts nécessaires pour améliorer cet environnement si dégradé. Et c'est l'exemple du Bénin, que j'ai l'honneur de conduire depuis 3 ans, un pays dans lequel nous faisons des réformes extraordinaires pour changer cette perception. J'ai dit au Premier ministre que j'ai rencontré hier que je n'avais aucune demande à la Norvège, que je ne suis venu demander rien du tout, ni de l'aide au développement, ni un accompagnement particulier, mais je suis venu demander au gouvernement norvégien un peu d'attention, d'observer le Bénin, de constater combien ce pays est en train de changer, à l'instar de certains pays d'Afrique. Et une fois que les uns et les autres auraient constaté que ce pays, en matière de gouvernance, de transparence, de sérieux, d'ordre, d'assainissement de la justice, de la santé, une fois que cette perception serait nouvelle, je viendrai leur demander ce dont j'ai besoin comme aide. Il est impératif pour nous de nous révéler autrement à nous-mêmes, puis de révéler autrement nos pays aux autres. Mesdames et messieurs, l'Afrique en général, mais les pays d'Afrique en particulier, offrent différemment des opportunités, offrent différemment les environnements, offrent différemment les conditions de découverte et d'investissement. Les pays du Nord ne connaissent pas beaucoup l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, ce sont les régions dans lesquelles vous osez un peu plus. Mais les pays d'Afrique de l'Ouest sont des pays magnifiques. Ce sont des pays où il y a une certaine transformation en cours. Le Bénin est un pays référence en Afrique de l'Ouest. C'est la porte d'entrée des pays de la CEDEAO qui constitue l'un des plus grands marchés intégrés d'Afrique. 300 millions de consommateurs. Les opportunités sont immenses. Ceux d'entre vous qui oseront lire davantage un peu plus le Bénin, venir au Bénin pour 1 ou 2 jours, prendre le risque d'investir, verront combien il est intéressant d'investir au Bénin, pour ne pas dire d'investir en Afrique. Madame la ministre des Affaires étrangères, je voudrais finir mes propos en vous adressant à nouveau mes remerciements, les remerciements du gouvernement béninois tout entier pour l'opportunité de venir ici, de m'exprimer devant vous, dans l'espoir que dans quelques années, le Bénin sera peut-être le premier partenaire africain de la Norvège. Merci. Et même plus que ça, Réki Amadougou, je sais que vous allez en venir, voilà. Ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Une dame débarque, il n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Mais juste, je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme.
Donc c'est un terme grave. Est-ce que ça veut dire qu'elle a fomenté des attentats au Bénin? C'est quand même une accusation extrêmement grave, extrêmement rare. Les mots comptent. Mais terrorisme. Nous en arrivons, on y vient. Le ministre de la Justice avait aussi dit, il avait affirmé, à la suite des déclarations de ce juge, qu'il y avait de l'argent qui venait de pays voisins. Oui. Vous l'avez déclaré à propos de Rekia Madougou. Tout à fait. On va appeler un chat un chat. Oui. Elle est connue comme conseillère du président du Togo, par exemple. Oui. Est-ce que vous voulez dire par là que son action violente, telle que vous la décrivez, a été financée par des chefs d'État voisins et, par exemple, par le chef d'État du Togo? Vous convenez bien avec moi qu'il ne serait pas bien que je cite des noms. Mais vous avez parlé de chef d'État tout à l'heure. Cela suffit. Des hommes d'affaires, des autorités, des chefs d'État, de pays voisins. Et je sais de quoi je parle, mais il n'est pas... Non, attendez, parce que c'est quand même très important. Vous dites que des chefs d'État de pays voisins ont participé à une opération de déstabilisation du Bénin. Ça, c'est vous qui le dites, moi, j'ai pas dit ça. Vous dites... Est-ce que quand des autorités étrangères, même des chefs d'État, appuient un candidat, financent même éventuellement même un candidat, est-ce que leur implication va jusqu'aux actes criminels que ceux-ci pourraient commettre? Elle était financée par des chefs d'État et